Ce que la pandémie nous a appris, à nous qui ne travaillons pas au quotidien dans des hôpitaux ou avec la mort, c'est que ça nous a renvoyé à notre finitude très prochaine. Et donc ça nous a quand même ramené à quelque chose de très intéressant dans cette idée du carpe diem. Parce qu'on diffère, en fait, on diffère d'exister pleinement. Alors on vit, on est vivant autour de cette table. On est vivant sur un plan biologique. Mais lequel d'entre nous s'est emparé de sa propre existence pour écrire sa propre rime, pour occuper vraiment pleinement sa vie. Et c'est dans cet élan, dans ce courage d'exister, que effectivement peut jaillir quelque chose comme le bonheur. Mais du coup, c'est très intéressant parce que Ali essayait de nous mettre en désaccord parce que c'est son métier. Moi, mais en fait, on dit la même chose. C'est que évidemment que le bonheur est au présent. D'ailleurs, tout le monde connaît la phrase de Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Mais simplement, qu'est-ce qui fait cette qualité de bonheur présent ? C'est la projection vers l'avenir, c'est se souvenir des belles choses. Et c'est pas en se coupant de ce qui fait un vrai animal humain, à savoir un animal historique, un animal conscient du passé, un animal inquiet de l'avenir, c'est pas en se débarrassant de tout ça qu'on va trouver le bonheur. Ça, c'est un bonheur illusoire. Alors ça, justement, parce que Antoine, lui, ce qu'il a marqué dans votre livre, c'est autre chose, c'est le bonheur surtout ne pas s'en approcher. Alors, oui, vous l'avez déjà évoqué, Marianne Chaillon. On se dit souvent que ce qu'on voudrait, finalement, c'est être heureux. Mais à vous lire, pas sûr que cette volonté soit une bonne manière d'envisager le bonheur. Vous écrivez « Il se pourrait que vouloir le bonheur soit un véritable poison, vous l'avez dit, et le meilleur moyen d'être, paradoxalement, profondément malheureux. » Donc est-ce qu'on a tort de chercher le bonheur à tout prix, comme Madame Bovary, vous la citez aussi dans votre livre, on la croise. Est-ce qu'elle en est la preuve de cette recherche vaine du bonheur ? Absolument. Flaubert, dans sa correspondance, écrit « Soyons persuadés que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer ». C'est ce qu'on a développé, cette idée tout à l'heure. C'est que croire que le bonheur est possible nous renvoie tout d'un coup ce jugement. Alors, tiens, tu as raté quelque chose. N'ont pas lu Madame Bovary, qui ont échappé à ce bonheur ou à ce malheur, je ne sais pas, je ne vais pas juger Flaubert tout de suite, mais en l'occurrence, il faut rappeler son histoire, parce que en quoi est-ce que le bonheur pourrait être un poison ? Alors, pour faire la démonstration de son mépris du concept de bonheur, Flaubert écrit un roman. Qui est une philosophie mise en image sur le bonheur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met cette jeune femme, Emma, qui a à peu près l'âge de mes élèves, qui a lu des romans d'amour et qui s'est construit un idéal de ce que serait un couple, une vie heureuse. De romantisme. Voilà, qui est romantique et qui épouse un médecin dont elle pense qu'il va lui offrir cette vie pleine, entière, sans ombre, à laquelle elle aspire. Et puis quand elle se retrouve là, elle se dit tiens, c'est pas du tout ce que j'attendais. Non, la vie est médiocre. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce qu'elle. Et donc elle se dit alors elle aurait pu à ce moment-là faire preuve de sagesse philosophique et se dire ce que les livres m'ont vendu, c'est pas vrai. La réalité de la vie est beaucoup plus nuancée. Non, elle continue à croire au bonheur, donc elle va chercher ça chez un autre, puis chez un autre, elle prend les amants. Et là, la fin du roman nous met tous en garde. De cette maladie terrible qu'est le bovarisme, qui consiste à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et Flaubert nous dit faites attention, si vous avez du Bovary, si vous avez du Bovary en vous, c'est-à-dire spoiler, Madame Bovary se suicide. Voilà. Bon, et si au vous, moins c'est clair. Voilà, c'est clair. Mais donc c'est très paradoxal de citer le bonheur dans un livre. De citer Madame Bovary dans un livre sur le bonheur. Mais il le faut, du coup, Ali, parce qu'il faut se débarrasser de cet idéal qui est toxique pour mieux se mettre en quête. Derrière, il y a eu beaucoup d'enfants, quoi. Et voilà, c'est ça. Mais c'est aussi que cet idéal empêche de prendre dans le réel présent ce qu'il y a à aimer et à embrasser, comme vous le disiez. Et d'ailleurs, c'est évident, parce que si on a un réel... par exemple, prenons la vie de couple. Chacun se dit, voilà, peut-être l'amour, ça pourrait être mieux, l'intensité, elle pourrait être plus quotidienne, etc. Ouais. Et cette vision idéale de ce que devrait être l'amour, de ce que devrait être la vie de couple, elle va venir être comparée à la réalité. Le réel perd toujours contre l'idéal. Et la philosophie de la joie, que j'évoquais tout à l'heure, davantage que celle du bonheur, c'est de faire le chemin inverse, de partir du réel et de se demander, dans le réel, à quoi je dois dire oui. Et on s'aperçoit que ça transfigure l'existence quotidienne, de changer de regard. C'est pas le cas, par exemple, quand vous regardez les dessins animés de Walt Disney que vous citez, à la fin, c'est le happy end. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui. Donc ils répondent partiellement comme Antoine, mais le bonheur, en tout cas, est une manière de clore un chapitre de vie mouvementé. Oui, c'est ce que je dis à mes élèves quand eux me disent qu'ils n'ont pas lu les romans d'amour d'Emma Bovary. Je dis, mais vous avez eu aussi vos psychotropes très puissants, c'est-à-dire qu'on a grandi à une époque où on était vulnérable en nous laissant penser que ça finissait bien.
Et là, ça... il faut lire Schopenhauer. Ouais, ça finira mal. À 6 ans, c'est ça? Peut-être pas, mais c'est vrai que... Il y a des contes qui finissent mal. Hein. Oui, il y a des contes lucides. Et Disney les a changés. À mon avis, il prépare les enfants à la difficulté de l'existence et à la difficulté du bonheur beaucoup mieux. Mieux vaut avoir une bonne surprise en sachant que ça finira mal. La petite sirène meurt dans le conte et elle est sauvée par Disney. Enfin, arrêtez d'accabler les enfants et malheureusement, tous ceux qui vont avoir accès à ces contes. Mais il y a de la violence dans la vie. Dans la vie, il y a de la violence, il y a de l'injustice. Donc la question, c'est comment je construis mon bonheur en sachant que cela existe. Nietzsche parlait de joie tragique, par exemple. C'est toujours cette même idée. C'est que si je suis dans le déni, en train de me persuader que tout va bien finir, ou en train, avec une psychologie excessivement positive, de vouloir toujours voir les choses du bon côté, en fait, je vais être sans cesse déçu. Si j'essaye de travailler, et les philosophes le cherchent, la lucidité, c'est-à-dire je regarde en face ce qui fâche, alors j'aurai que des bonnes surprises, et surtout, j'aurai une incroyable satisfaction de me sentir capable de dire oui à la vie, même si elle est en partie pourrie, de dire oui à la vie, même si elle ne me donne pas toutes les satisfactions. Je suis peut-être un très mauvais élève de la classe de philosophie, mais j'ai l'impression qu'on dit... un grand footballeur. Ne cherchons pas le bonheur, il n'existe pas. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous rassurer et rassurer nos je suis pas spectateurs. D'accord. Je vais répondre après. Là, on tient des propos, c'est vrai, assez lugubres. Ah bah c'est vous, assez pessimistes. Non, mais enfin, par Jean-Michel... Je suis pas d'accord. Non, mais donc je veux vous rassurer. C'est vrai, sinon je duperai mon lecteur. Il achète un livre, Qu'est-ce que le bonheur, et je tiens ce discours abominable. Rassurez-vous. On déconstruit d'abord cette illusion pour mieux ensuite se mettre en quête. Charles parle beaucoup de la joie. Alors peut-être qu'on utilise différemment les mots. Je parle du bonheur. La joie, c'est magnifique déjà. C'est-à-dire peut-être le premier bonheur B majuscule, on n'aura pas. On a la joie, c'est déjà pas mal. Et là, j'essaye de dire, c'est pas moi, Montaigne, Camus, Nietzsche que je sollicite. Oui, on peut être heureux, rassurez-vous, oui. Mais alors c'est quoi? Ça, c'est une promesse électorale. Non, et alors qu'est-ce que ça serait dans ce cas, être heureux? Ça serait au fond comme un marié ou une mariée devant l'autel se tient devant la personne qu'il va épouser et lui dit « je te prends pour le meilleur et pour le pire ». Ce serait regarder sa vie, ce qu'elle a été et ce qui est à venir et se dire « je te prends pour le meilleur et pour le pire ». Voilà le bonheur. Voilà le bonheur. J'aime bien ce consentement. Puisque vous adressez à Jean-Michel et qu'on est en pleine campagne présidentielle. Je voudrais quand même rassurer Jean-Michel. Il y a d'autres choses qu'on peut dire pour définir le bonheur. Par exemple, toutes les études ont montré depuis un demi-siècle, dans tous les pays, que le bonheur est mesuré par les individus comme la qualité des relations qu'ils ont avec les personnes qu'ils aiment au quotidien. Donc ça veut dire que très concrètement, puisque vous me posez la question, il faut se détourner des personnes toxiques, trancher les mauvais liens, cultiver les bons liens et donner du temps à ces liens, de l'espace à ces liens. D'ailleurs, ça devient une question politique, parce qu'il faut du temps et de l'espace pour être ensemble. Le bonheur a un sens politique. Question à tous les deux, il nous reste peu de temps, mais c'est là en pleine campagne présidentielle, une question qu'on peut se poser. C'est ce que disaient les candidats. Promettre le bonheur. Mais dans la définition que je défends, ça ne peut en aucune manière être une promesse politique, puisqu'il s'agit d'un consentement personnel, d'un rapport à sa propre existence. Personne ne peut nous l'offrir, cette force d'accepter dans notre existence ce qui la rend douloureuse et joyeuse. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Là, parce qu'on n'a pas la même définition. Parce qu'au fond, je crois que le bonheur, c'est de réussir à avoir un monde en partage, à être ensemble, au fond. Et ce que disait très bien Aristote, c'est que il y a des conditions comme ça du bonheur personnel, mais il y a un bonheur un peu supérieur qui est le bien vivre ensemble. Et il y avait cette idée qu'on va créer les conditions du bien vivre ensemble. Et Saint-Just disait le bonheur est une idée neuve en Europe, pour dire que c'est ça l'enjeu de la démocratie. C'est pour ça qu'on va voter, c'est pour essayer de se rendre heureux collectivement. Et je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec la sagesse individualiste que vous avez très bien évoquée, que je partage, mais qui ne me semble pas du tout incompatible avec une sagesse politique. Et d'ailleurs, pour ça, il faudrait juste qu'on sorte des crispations, qu'on sorte des bulles d'entre-soi, et on voit bien qui, dans l'échiquier politique, nous propose la crispation identitaire et qui nous propose de nous rencontrer et de faire monde commun.